Hey, savez-vous quoi? J'adore l'immobilier, j'ai toute une passion de l'immobilier. Pourquoi j'ai cette passion-là? Ben, premièrement, c'est pas une job de 8 à 5, c'est pas une job de 9 à 5 comme on dit tout le temps. Tu es ton propre boss, c'est toi qui est ton patron, tu gères ton temps. Si tu veux travailler 30 heures cette semaine, tu travailles 30 heures. Si tu veux travailler 60 heures, tu travailles 60 heures. Et qu'est-ce que j'aime, c'est la sécurité aussi. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en 30 minutes puis ils disent « Hey Ghislain, on veut investir en immobilier, mais on ne sait pas trop par où commencer puis comment faire. » Ben, la sécurité est une des choses qui empêche beaucoup de gens d'investir en immobilier. Puis c'est le manque de sécurité parce qu'ils pensent que c'est dangereux, puis c'est pas vrai. L'immobilier, tu achètes un immeuble, tu as des locataires dedans, tu as de la rentabilité qui rentre à chaque mois. C'est sûr que si tu t'assois sur tes lauriers, tu fais rien, puis t'attends, c'est sûr que là, c'est risqué. Mais la plupart des gens là, qui investissent en immobilier, c'est parce qu'ils veulent. Ils veulent investir en immobilier, puis ils adorent ça. Fait que c'est ça qui est ma grande passion pour l'immobilier. Puis moi, en plus, j'aime enseigner. J'aime ça, enseigner. Ça fait que j'ai comme deux passions, on va dire. Fait que la passion de l'enseignement et la passion de l'immobilier. Fait que j'ai fait les deux ensemble et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui avec vous autres. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, je reçois nul autre que le cher, l'unique, monsieur Ghislain Larochelle. Enchanté, Christopher. Merci beaucoup. Ghislain, ton entreprise, c'est quoi? C'est quoi le nom? Immofacile.ca. Yes. Et tu fais quoi exactement? On fait de la formation en immobilier, du coaching en immobilier, autant pour les investisseurs que courtiers immobiliers. Yes. Et on va rentrer dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Merci beaucoup, Ghislain. Merci à toi. Yes. J'apprécie vraiment de la rapidité aussi que tu m'as contacté. Puis aussi, petite anecdote, tout le monde. Quand j'ai commencé en immobilier en 2009-2010... Hey, vieillis-moi pas, là! J'ai commencé chez Proprio Direct, puis c'est là que je t'ai rencontré parce que tu es venu faire une présentation justement de tes formations puis de tes soirées mensuelles. Et c'est fou parce que quand je suis venu les premières fois, c'était à Cavendish. Je faisais ça dans un hôtel à Cavendish, puis maintenant ça a tellement grossi. Hey, on est rendu près, il y a des mois qu'on a 400-500 personnes à Montréal. Wow! Québec, on roule à peu près entre 150 et 200. Puis ça, c'est des conférences, ça coûte pas cher, c'est 25$ par conférence, par soir, c'est une fois par mois. Montréal, c'est le 3e mardi du mois, puis Québec, c'est le 2e mardi du mois. C'est facile à retenir. Intéressant. Puis, dans le fond, c'est que des soirées d'investisseurs? C'est des investisseurs, puis à chaque mois, ça fait depuis mars 2010 que je fais ça, et à chaque mois, il y a un sujet, il y a des sujets différents. Fait qu'on n'a jamais refait la même conférence en... Jamais? On n'a jamais refait. C'est tout le temps des nouveaux conférenciers. Fait qu'on a beaucoup de gens, qu'est-ce qu'on appelle du repeat. Ils viennent un mois, ils reviennent, parce qu'ils apprennent quelque chose dans chacune des soirées. On a des sujets différents. On a des témoignages d'investisseurs aussi. Les gens adorent ça, les témoignages d'investisseurs, parce qu'ils voient leur parcours, ils voient qu'est-ce qu'ils ont fait. Les gens voient leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont fait. Fait que les gens adorent ça. Wow. Puis, vous êtes rendu à combien de personnes dans ces soirées-là? Vous êtes parti de combien? De 0 à... on est parti en mars 2010 à 12 personnes. Ah. On était sur Cavendish. Exactement, c'est là qu'on est parti. Et là, entre 350 400 à Montréal et plus 150 200 à tous les mois. À tous les mois. Wow. À tous les mois. Fait que c'est aussi bon pour les courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, les gens qui cherchent des courtiers, qui cherchent des notaires, des avocats. Il y a à peu près toute la communauté. C'est bon pour du réseautage puis pour apprendre. Très bon pour du réseautage. Yes. Et pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton parcours, de où tu es parti, puis comment tu es arrivé, puis tu t'es dit, tu sais quoi, je veux
joindre l'enseignement, etc., puis l'investissement immobilier? Là, est-ce que je pars du jour zéro ou je pars un petit peu plus loin? De où l'étincelle? Ah, ok, c'est bon. Je m'en vais vers ça. Ouais, là, ça serait long, là, partir du jour zéro. Tu faisais quoi avant? Moi, je suis ingénieur de formation. Okay. J'ai encore ma petite bague avec moi. J'ai un MBA en gestion des ressources humaines et production. Fait que j'ai fait beaucoup de grandes entreprises. J'ai été dans le 9 à 5, directeur de production principalement, 225 employés à ma charge. Et à un moment donné, j'ai commencé à acheter des immeubles à mesure que j'étais à ma job. Puis là, je tripais, j'aimais ça. Puis là, fait que là, ça a fait comme ça. Là. Fait que mon intérêt pour l'immobilier a fait ça, puis mon intérêt pour la job de 9 à 5 a fait ça. Fait qu'à un moment donné, il faut choisir. Fait que j'ai décidé de me lancer en immobilier. Mais en formation immobilier, parce que je faisais déjà de la formation. OK. Fait qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à faire de la formation en usine. Fait que pour avoir un salaire qui rentre, parce que tu pars pas de 100 000 à 0 du jour au lendemain. Là, fait que tu as une famille, Fait que j'ai fait de la formation en usine. En même temps, j'ai parti ImoFacil 2008. Et tranquillement, j'ai diminué ma formation en usine et j'ai augmenté avec ImoFacil. Yes. Fait que l'étincelle, je te dirais, est venue de mon frère, qui lui avait déjà plusieurs immeubles. À 18 ans, il a commencé à acheter des immeubles. Puis là, il me dit « Hey, Justin, pourquoi tu t'achètes pas des immeubles? Toi, hey, regarde, c'est ça. Ouais, mais hey, je veux pas m'endetter, là. Je veux pas m'endetter. » Fait que la réponse typique de tout le monde qui ne connaît pas ça, là, je veux pas m'endetter. Ouais, mais il m'explique que c'est une bonne dette, l'immobilier, puis en plus, sais-tu quoi? Ben, les locataires payent ton hypothèque. En plus. C'est même pas toi qui payes, puis tu as de l'argent qui vient à chaque fin de mois. Fait que je me suis lancé avec mon premier 6 à la fin des années 80, puis je l'ai encore. Dans quel coin? C'était à Sainte-Julie. À Sainte-Julie? Ouais, OK. Ouais, où que je demeure présentement. Wow, intéressant. Puis maintenant, ton école de coaching, tu spécialises dans quoi exactement? C'est quoi les cours, c'est quoi les programmes exactement que tu offres aux gens? Fait que nous autres, notre programme de coaching est un programme, on a comme 2 volets. Fait qu'on a un volet qui est plus pour les débutants. Je connais rien, je sais même pas c'est quoi l'équité, une prise en paiement puis une vente sous contrôle de justice. On va vous enseigner la base, c'est quoi. Et après ça, quand tu avances, on appelle ça le coaching double. Parce que tu as un volet théorique puis tu as un volet pratique qu'on fait avec vous autres. Fait qu'on va visiter avec des courtiers immobiliers, là, on va visiter des immeubles. Puis à la fin de la journée, on fait des offres d'achat. Fait que c'est du vrai pratique puis de la théorie. Et après ça, on peut t'amener au programme X, qui là est un peu plus avancé. C'est des plus grandes fins de semaine. C'est 3 jours de 4 fois par année. Et là, on va aller bien en détail. Là. Comme la dernière fin de semaine, c'était sur la recherche de deal. On a eu 30 heures de formation. On commence à 8 heures le matin, puis on finit à 10 heures le soir. Wow! Fait que je vous le dis, couchez-vous de bonne heure, parce que c'est des grosses formations. Fait que coaching double, on a le programme X, et après ça, on a le VIP. Fait que c'est comme 3 échelons à travers ImoFacil qu'on peut aller chercher. Puis le VIP, c'est quoi exactement? Ben, le VIP, c'est l'année dernière, j'en ai pris 12 personnes. Fait que ces gens-là sont presque toutes les 2 semaines avec moi. Je fais du coaching individuel avec eux autres. Et sur 12 personnes, l'année dernière, il y a eu 62 immeubles qui étaient achetés. Wow! Ça, c'est Fait que les offres d'achat, je les aide. J'aide à faire du financement, à trouver du financement avec eux autres. Fait que je fais le projet avec eux autres, mais je me retire, puis c'est eux autres qui abaquent. Tu viens comme le courtier dans le fond. Pas le courtier, moi je suis le coach. Le coach, fait que je les aide. Fait que trouve-toi un courtier immobilier. Fais des offres d'achat. Tu vois, là, je vais donner un groupe là, qui ont pour 13 millions d'offres d'achat qui roulent présentement. Fait que là, il me pose des questions. Ah, Justin, je sais pas comment faire avec un partenaire, je sais pas comment faire, il y a un problème, il y a une contamination de sol, on fait quoi? Fait que là, je fais les démarches avec eux autres. J'aime ça parce que c'est exactement l'allusion que j'explique aux gens, à mes acheteurs, même s'ils achètent le petit condo, la maison ou un plex. C'est qu'on agit comme des coachs. C'est un de mes collègues, ça fait genre 15 ans qu'il est dans le business, puis il disait, tu sais quoi, Chris, on est comme des coachs. Parce que le client, c'est lui qui est sur le terrain. Nous, on lui donne le plan de match, puis les stratégies pour qu'il amène le ballon, puis qu'il puisse scorer. Puis souvent, qu'est-ce que les gens comprennent pas, c'est que quand ils ne veulent pas nous écouter, quand ils sont trop craintifs, quand ils ont peur, quand ils écoutent monsieur, madame, tout le monde dans leur entourage,
Ben souvent c'est là, la crainte embarque, là, ils sont comme plus sûrs, là, à la moindre petite affaire, ils veulent débarquer de la transaction, puis là, ils ont pas scoré. C'est ça. Là, faut les rassurer dans ces points-là. Exactement. Puis comment on les rassure? C'est quoi? Ben, c'est que ce que tu fais, c'est de donner des connaissances. Oui, exact. C'est de donner des connaissances, parce que plus que tes clients vont avoir de connaissances, plus ça va être facile pour toi, et plus les autres vont avancer vite. Exactement. Puis j'ai remarqué, puis tu sais, souvent aussi, du côté des investisseurs, souvent, qu'est-ce qui arrive? Ben, oui, ils recherchent le deal parfait. Je suis sûr que tu es d'accord avec moi. Ils recherchent le deal parfait. On les présente des opportunités intéressantes. Puis c'est comme, si le prix fait pas du sens ou s'il y a quoi que ce soit, ok, non, tu sais quoi, j'achète pas ou je débarque de la transaction. Ou ils font une offre vraiment trop basse. Puis qu'en fin de compte, ils n'ont pas pu s'acheter. Moi, j'ai une théorie là-dessus sur le bon deal. OK? Parce qu'un bon deal pour le client 1, ça va être un super de bon deal. Moi, donne un exemple. OK? Moi, il m'arrive un client, tu m'arrives avec un projet de 100 logements. Moi, c'est un super, avec une bonne rentabilité, c'est un bon deal pour moi. Mais le client ou le client qui est juste à côté de nous autres ici, peut-être que lui, c'est pas un bon deal pour lui. C'est vrai. Parce que ça lui fait peur ou il aime pas le quartier. Moi, dans ce quartier-là, j'ai aucun problème. Fait que le deal doit se matcher avec le client. Ça, c'est vrai, ça. Le deal doit se matcher avec le client parce que si il n'y a pas un match entre les deux, ça ne fonctionnera pas. Comme moi, j'aime les immeubles, j'appelle ça du MLM, du multilogement magané. Moi, je suis très moi, j'aime bien ça. Mais il y en a d'autres qui ne veulent pas faire ça. Fait que moi, c'est un bon match pour moi. Mais peut-être que l'autre, c'est un six-plex, tout bien rénové, tout prêt, même si un logement vide, c'est pas grave. Ça, c'est un bon deal pour les personnes. Fait que le deal doit matcher la personne. Ça, c'est vrai. C'est un bon conseil, ça. Ouais, le deal doit matcher la personne. Et il faut aller chercher avec un client comment on est capable de faire ce match-là. Fait que plus on a d'introspection, plus la personne fait de l'introspection, et toi, tu vérifies c'est quoi un bon deal, tu vas être capable d'aller chercher. Parfait. Puis, tu sais quoi? Parce que là, tu disais, justement, tu aides les gens, tu les aides à se structurer, à trouver du financement, etc., etc. Mais quel rôle que tu... Comment je pourrais dire? Est-ce que tu t'embarques dans le développement personnel? Est-ce que tu as quelqu'un d'autre qui... Parce qu'il y a quand même un développement personnel que les gens doivent faire, travailler sur leur mindset pour pouvoir, justement, attirer les opportunités vers eux autres. Ça dépend des cas. Quand c'est des cas plus légers, puis je vois qu'ils ont la passion, ils veulent. Ouais. Puis il y a une petite peur qui les empêche, par exemple, la peur de l'immeuble, qu'est-ce qui peut arriver sur l'immeuble, le bâtiment. On va parler du côté ingénieur, qu'est-ce qui peut arriver sur le bâtiment. Bien là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les rassurer. Fait que là, qu'est-ce qui te rassurerait, toi? Mettons là que tu achètes un immeuble, tu achètes une maison, là, puis tu veux la louer, là, puis tu as peur de ça. Fait que c'est quoi qui te rassure? Ben, je sais pas, je veux pas qu'il arrive rien dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Es-tu d'accord avec moi qu'on pourrait faire l'inspection bâtiment? OK? Puis, en cas des fois qu'il y ait un problème de fissure, on va faire venir un gars de fissure. On va faire venir un gars de toit, un gars d'isolation. Fait que j'essaie de trouver l'expert qui va rassurer la personne. Parce que des immeubles parfaits, tu sais qu'il faut ça faire, ça n'existe pas. Tout à fait. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. De la même façon qu'il n'y a pas d'humain parfait, il n'y a pas de bâtisse parfait. Il n'y a pas de bâtisse parfait. Fait qu'il faut que la personne soit prête à tolérer un certain niveau de risque. Tout à fait. Là, je parle tout le temps du côté bâtiment. Fait que là, avec les expertises, les expériences, avec l'ingénieur, on va faire venir un ingénieur en structure. On va faire venir un gars des bébites, comment il y avait ça, les exterminateurs, pour s'assurer qu'il n'y a pas eu rien. Fait que plus qu'il y a d'experts qui rentrent dedans, bien, plus la personne est rassurée. Tout à fait. Fait que quand que je fais des projets de groupe avec des investisseurs, il faut que je monte d'un certain niveau d'expertise parce que souvent, il y a des gens qui ont peur. Fait que c'est comme ça qu'il faut rassurer. Fait que est-ce que je fais de la motivation? Oui, j'en fais. Mais quand c'est plus à l'interne, qu'ils ont des blocages internes, là, je pourrais les référer à quelqu'un qui va les débloquer, non pas en immobilier, mais plus physiquement, intérieurement, émotionnellement, on va dire. Est-ce que c'est inclus dans tes programmes? Non, c'est pas inclus, parce que c'est pas mon champ d'expertise. Fait que je le réfère à une autre personne. Parce que dans le fond, incluant dans tes livres, dans le fond, j'imagine, il y a des parties que... Ça inclut un certain développement, une certaine... Dans n'importe quel business, il y a un développement d'affaires, puis un développement
intérieur. Tu prends un projet, tu as des gens que tu rencontres, toi, pour de l'achat de maison. Puis, eux autres sont super excités, ils sont super motivés. Hey, c'est le fun de travailler avec eux autres. Tu arrives avec d'autres clients qui sont plus amorphes, je dirais. Ils ont moins d'énergie. Ou tout, n'importe quoi, c'est la fin du monde. N'importe quoi, c'est la fin du monde. Fait que là, c'est ça la différence. C'est que notre niveau d'énergie n'est pas au même. On est rendu loin, là. Le niveau d'énergie n'est pas au même niveau chacun. C'est vrai. Question pour toi. Question que pour toi personnellement, dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a aidé le plus possible à avoir du succès? En tant que dans ta partie de vie investisseur. Je vais te dire deux choses, OK? Et la première chose, c'est de passer à l'action. OK? Puis ça, les gens ont de la misère. Un matin, je fais une rencontre avec un client et la personne me dit, ben là, je viens de lâcher ma job, je veux investir en immobilier, je veux acheter des maisons, les acheter, les rénover, les revendre, etc. Il dit, OK, tu es prêt à faire combien d'heures dans la semaine qui s'en vient, la semaine d'après et l'autre semaine après? La personne me répond 8 heures, 15 heures, 15 heures. OK. Fait que tu vois que son action n'est pas là. Non, vraiment pas. Le gars, il n'a plus de job. En plus. Le gars, il n'a plus de job. Il veut investir en immobilier. Mais l'immobilier, là, on ne se détrompe pas, là. Il y a du temps à investir pour être capable d'investir. J'ai dit, pourquoi tu ne fais pas 40 heures? Ton nouveau métier, c'est rendu 40 heures. Fait que le gars, dans sa tête, il n'était pas prêt à mettre comment on dit ça? Les bottines ne suivent pas les babines. Okay? Les bottines ne suivent pas les babines. Fait qu'il n'était pas prêt à faire ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est de passer à l'action. Moi, je passe à l'action. J'ai pas peur, je fonce, puis j'avance. Puis je te dirais, le deuxième, moi j'ai été formé aux États-Unis et j'ai été formé à Toronto, à Calgary aussi. J'ai suivi beaucoup de formations à l'extérieur en immobilier. Fait que, je te dirais, tu as deux façons d'apprendre. C'est soit tu apprends sur le tas par essai-erreur, ou tu vas chercher un coach, ou tu vas chercher de la formation pour apprendre. Les deux, tu vas apprendre la même chose. C'est sûr que sur le tas, ça prend plus de temps. Tu apprends par erreur. L'autre, ça coûte plus cher. Ben, non, pas nécessairement plus cher, parce que si tu fais des erreurs puis ça coûte 20 000, hey, j'ai réussi à sauver 115 000 sur un dossier d'un de mes étudiants la semaine dernière. 115 000 qui perdait d'équité parce qu'il avait mal setupé son système. Fait que des fois, les connaissances, on leur sauve juste avec le prix pour aller chercher connaissances et rien comparé avec ce que tu vas sauver. Puis, tu vois, cette semaine, un autre client, il dit « Ah, moi, je veux pas prendre de courtier immobilier. Il dit « Pourquoi tu veux pas prendre de courtier immobilier? » Ben, il dit « C'est parce que j'aime ça faire mes affaires tout seul. Puis j'aime ça, être capable de aussi calculer ça tout seul. J'étais un loaner qui appelle ça. Là. Il dit, attends un petit peu, là. Ça veut dire que tu fais tout seul. Là. Il dit, sais-tu comment ça coûte un courtier immobilier? Il dit, oui, c'est gratuit. Il dit, pourquoi tu n'en prends pas un pour t'aider? C'est un des seuls métiers que ça coûte rien, puis qui t'aide pour acheter, puis c'est le vendeur qui paye la commission. En plus. Fait que, il dit, ben, va t'en chercher un. Vous venez 3-4 qui travaillent pour moi. Fait que, je pense que je l'ai changé, mais c'est long. Ouais. Des fois, c'est long. Parfait. Puis, admettons, pour tes étudiants, qu'est-ce que tu verrais qui autre que passer à l'action, qui leur permet d'avoir du succès rapidement? Mettre des heures. Investir des heures. OK. Investir des heures. Souvent, quand je vais rencontrer un nouveau client, je lui demande combien d'heures par semaine que tu as à investir en immobilier. Il me dit, 2-3 heures. Il dit, va te chercher des fonds mutuels. J'ai dit carrément, va te chercher des fonds mutuels, va te chercher un CPG. C'est pas vrai qu'à 2-3 heures semaine, tu peux devenir un investisseur à succès. Tout à fait. OK? Fait que j'ai dit, ça part à 5 heures, idéal 10 heures. Mais 5 heures, c'est facile, là. C'est 1 heure par jour là, durant la semaine. Là. Tout à fait. 1 heure par jour durant la semaine où tu prends un gros avant-midi un samedi matin puis tu l'as fait ton 5 heures. Là. Puis même là encore, c'est pas ça vraiment qui va te faire, comme tu dis, être un gros investisseur à succès. Non, c'est ça. Tu peux commencer avec un immeuble tranquillement, mais à 2-3 heures semaine, oubliez ça. Puis petite question comme pour toi, parce que là, il y a quand même, je pense que tu t'en es rendu compte, il y a quand même la frénésie de, OK,
de devenir immopreneur. Les gens veulent se lancer en business, ils savent pas trop quoi faire, veulent quitter leur 9 à 5, ils savent pas c'est quoi, genre, leur point fort ou leur dada qu'ils voudraient exploiter, puis ils disent, bon, ben, tu sais quoi, l'immobilier, c'est quand même assez populaire, je veux me lancer dans l'immobilier. Mais pour ces gens-là, en combien de temps réaliste qui peuvent vraiment générer un profit intéressant en se lançant dans l'immobilier? Il y a deux réponses à ta question. La première réponse, si tu veux t'en aller dans le long terme, dans l'immeuble à revenu, on calcule 75 $, 50 à 75 $ par porte par mois que tu vas avoir. Fait que si tu as un duplex, c'est 150 $. Là. Fait que c'est pas beaucoup. Là. Non. Fait que ça va être long. Okay? Fait que fait que si tu veux avoir 50 000, tu as besoin sur 55 portes. OK? Fait que c'est comme ça qu'on le calcule. L'autre réponse que la plupart des gens font, c'est qu'ils vont aller faire du flip, qui est l'achat, rénovation, revente. Ils vont aller faire du Airbnb. Ils vont aller faire du chalet locatif ou autre chose. Ils vont faire du flip, mais pas du flip de maison, de la rénovation. Ils vont acheter un terrain, ils vont le revendre. Ils vont acheter de la vente telle quelle. Fait qu'ils achètent un immeuble puis le revendent tel quel. Fait que ça se fait en donne un an. OK. Fait qu'un an, c'est tu t'y mets, ou pas comme mon gars de tantôt, là. Un an quand tu t'y mets, ou plusieurs années quand tu vas acheter les immeubles. OK. Fait que dans le fond, tu suggères quand même de garder son emploi jusqu'à ce que... Tout le temps. OK. Tout le temps. Ou d'avoir... Le but, c'est que tu veux pas changer de métier. Comme moi, si je m'en vais, je pars de formateur présentement, puis je m'en vais conducteur de camion, je peux pas faire ça du jour au lendemain. Je peux pas m'en aller médecin du jour au lendemain. Je peux pas m'en aller menuisier du jour au lendemain. Fait qu'il y a une période d'apprentissage, et je dis tout le temps aux gens, gardez votre job. Je le sais peut-être qu'il y en a qui laïssent leur job, mais gardez-le. Allez vous chercher des connaissances, allez vous chercher de l'expérience. Tout à fait. Puis à mesure que vous avancez, après ça, tu lâches ta job. Ça, c'est la façon sécuritaire de le faire. Oui, parce que même aussi, l'ancienneté à la job leur permet d'avoir justement les revenus justement pour pouvoir acheter. Versus que quand tu quittes ta job et tu n'as plus d'emploi, tu n'as plus de revenus, ben là, tu as besoin d'un partenaire. C'est difficile. C'est ça, tu as besoin d'un partenaire. Exactement. Parfait. Puis, il y a une question qui me trottait dans la tête. À partir de combien de portes qu'on peut se considérer indépendant financièrement ou millionnaire ou... La réponse est super facile. Oui. OK? Dis-moi le nombre de dépenses annuelles. Fait que si tu es indépendant financièrement, ça veut dire que tes dépenses sont ici. C'est quand tes revenus de locatif dépassent tes dépenses. Fait que si tu as 50 000 de dépenses par année, ben c'est 50 000. Si tu as 20 000, c'est 20 000. Tu vois, hier, j'ai été dîner avec un ami, puis il me disait, moi, ma fille, elle travaille dans une garderie, puis elle dépense pas. Fait qu'il dit, elle gagne le salaire minimum, mais elle réussit à sauver la moitié de son salaire. Okay. Fait qu'elle, pour vivre, elle va être libre financièrement, c'est tout petit, là. C'est pas beaucoup. Elle reste dans un petit logement à Montréal, fait qu'elle n'a pas besoin de beaucoup. Moi, c'est sûr que avec le niveau de dépenses, le niveau de vie que j'ai, ça m'en prend un petit peu plus qu'elle. Tout à fait. Fait que ça dépend de ton niveau de vie. Y a-t-il un calcul que vous faites par rapport à... Tu prends ton salaire, nombre de portes ou nombre de... Qu'est-ce que je fais? C'est que la formule est super simple. Fait que vous allez prendre votre salaire, par exemple, 60 000 que vous gagnez présentement. On enlève, moi je dis tout le temps, avec l'expérience que j'ai, si tu es célibataire, 70% de ton salaire, de 8 à 5, ça l'arrive. Si tu es en couple, 60%. OK. Fait qu'on va faire des chiffres ronds. Okay? Mettons, tu veux 100 000. Fait que pour avoir l'équivalent de 100 000 d'une job de 8 à 5, tu t'en vas à 60 000 en immobilier. OK. Travailleur autonome, immopreneur, fait que 60 000. Pour avoir ton 60 000, tu divises par 12, tu divises par 75, ça veut dire que tu as besoin de 66 portes. C'est comme ça que je fais le calcul pour y arriver. Fait que là, est-ce que, tout dépendant de tes dépenses, tout dépend des dépenses. OK, parfait. Puis pour les nouveaux arrivants qui viennent d'arriver au Québec, qui veulent investir, j'imagine que tu dois en avoir dans tes formations. C'est quoi que tu leur suggères à eux autres? Parce que c'est sûr qu'ils arrivent ici, ils connaissent pas beaucoup de monde, pas d'entourage, pas beaucoup de famille. Le défi avec les nouveaux arrivants, c'est la mise de fonds.
Parce qu'au lieu d'avoir une mise de fonds, par exemple, avec de 15% ou 20%, 25%, et ça va être 35% souvent. Fait que, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est soit ils ont le 35%. Si on a le 35% de mise de fonds, c'est merveilleux. Si on n'a pas le 35%, là, c'est d'aller avec des partenaires. Soit des partenaires qui sont dans leur pays, ou soit des partenaires qui sont au Québec. Et puis des partenaires, ça peut être des gens à la job, là. Ça peut être des gens qui... Ça peut être n'importe qui, là. Il n'y a pas de limite, là. OK, parfait. Puis, attends, une autre question pour toi. C'est quoi les 3 erreurs les plus fréquentes que tu vois que les gens qui veulent se lancer en immobilier font? 1, ils prennent trop de risques. Ah ouais? Il y en a, là, que ça... OK, ils se lancent, puis... Ils se lancent, puis on va apprendre sur le tas. OK. Fait que je n'ai un, par exemple, lui, il achète un immeuble, puis la fondation est scrap. OK. Première maison... La fondation est scrap, puis il l'achète pareil. La première maison, il refait la fondation, il faut qu'il refasse l'électricité, la plomberie, il faut qu'il lève ça, puis qu'il mette ça dessus. J'ai dit, moi, je suis correct pour faire ces projets-là, mais toi, tu commences, me semble c'est gros un petit peu. Ah non, il fait mes calculs. Finalement, ça a bien été. Il a bien été. Fait que le risque est très élevé. J'en ai un autre qui va acheter une maison en arrière d'une traque de chemin de fer. En avant d'une traque de chemin de fer, excuse-moi. Il y avait à peu près 40 pieds entre la traque et la maison. Il dit, pour moi, c'est trop risqué. Moi, je n'achèterais pas ça parce que tu veux acheter puis revendre la maison, c'est pas trop risqué. J'en ai un autre qui a eu une maison, puis il veut s'acheter une maison qui a eu du cannabis à l'intérieur. Okay? De la culture de cannabis. J'ai dit, moi, avec 22 ans d'expérience, c'est trop... Moi, j'ai un niveau de risque qui est quand même très élevé. On le voit dessus. J'ai un niveau de risque qui est très élevé. J'ai dit, ça, c'est en haut de mon niveau de risque. OK? Puis toi, tu commences avec le plus haut. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver dans ces maisons-là. Fait que moi, je touche pas ça. Fait que, première chose, c'est les gens investissent trop. La deuxième chose, ils font mal les calculs. Fait que ils vont aller voir pour la rentabilité d'un multilogement. Ils vont prendre qu'est-ce qui est sur l'affiche, par exemple les assurances, les taxes, les neigements pelouse, puis ils soustraient ça. Je vais me devenir riche avec ça. Mais là, quand ils achètent l'immeuble, ils se rendent compte que, ah oui, c'est vrai, il y a la comptabilité à faire. Ah ouais. Il y a l'entretien que j'avais oublié. Il y a le paysagement, il y a le toit qui va être fini. Fait que les gens oublient plusieurs choses. Fait que ça, 1, le risque. 2, le calcul. Puis le troisième, ils font comme s'ils voulaient rester dedans. C'est bizarre, hein, comme chose. Hein? Comme façon de penser, effectivement. Ouais, les gens veulent acheter du flip, de la maison achat, rénovation, revente. Ils veulent acheter du multilogement, mais l'erreur qu'ils font, ils font comme s'ils voulaient rester dedans. Fait qu'ils rénovent. Et j'ai un étudiant qui a acheté un flip, et lui, il trouvait la maison trop sombre à l'intérieur. Fait qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout agrandi les fenêtres. On change les fenêtres, on va les agrandir. C'était des murs de briques. Fait qu'il a tout fallu qu'il refasse la brique. Fait que finalement, il n'a pas fait une scène. Parce que lui voulait se voir habiter dedans, mais il faut, dans son critère, qu'il ait un autre étudiant, il a fait d'une cuisine, elle décide que elle, en haut de son garde-manger, elle a besoin de lumière. Elle a fait 18 trous dans le plafond de la cuisine. Parce qu'elle aime ça éclairer au-dessus de chacune des armoires, elle aime ça éclairer. Mais pour vendre un flip, là, les lumières, là, ça sera dans le pareil. Vraiment, là. C'est ça. Fait que c'est ça, les 3 erreurs que les gens font. Qu'est-ce que tu penses des reprises de finances? Bien, les reprises de finances en tant qu'investisseur ou en tant que propriétaire occupant? Donne ta façon de penser aux deux, parce que moi, souvent, les gens... moi, qu'est-ce que je dis aux gens, c'est un branding pour les banques. Qu'est-ce que j'ai réalisé souvent? Je sais qu'il y a différentes facettes à la reprise de finances avant qu'elle embarque sur le marché ou quand elle est sur le marché, mais tu as parfaitement raison. Puis c'est ça que je réalise aussi. Les gens me parlent de « Ah ben tu sais, t'as-tu des reprises de finances? » Mais c'est pour être propriétaire occupant. Ça, je leur suggère pas. Mais toi, ton avis là-dessus? Mais
quand tu regardes une reprise de finances, tu as le propriétaire occupant et tu as l'investisseur. L'investisseur qui combat avec un propriétaire occupant, ça se fait pas. Non, exact. Parce que nous autres, on cherche un 25-30 000 de profit à faire dessus et on fait faire ça par des contracteurs, des gens de métier, fait que t'as pas le choix, là. Tandis que le propriétaire occupant, lui, la salle de bain est pas belle, on refait la salle de bain, fait qu'ils font pas les mêmes calculs. Puis on a beaucoup de compétition avec ça. Reprise bancaire, il y en a beaucoup. Il y en a sur le marché, il y en a beaucoup. Je pense que c'est 0,7 ou 0,8 %, c'est pas si tant que ça, là. Mais il faut bien calculer. Parce que souvent, il y a parce que tu achètes sans garantie légale. En plus. Fait qu'il faut qu'il y ait une bonne inspection. Et c'est pas. Les deals sont souvent pas là. Les deals, oui, c'est attirant. Mais j'ai pas beaucoup d'investisseurs qui vont acheter des reprises bancaires. Ah, j'aime ça l'entendre de ta bouche. J'ai pas beaucoup d'investisseurs. À moins que ça soit des maisons que ça fait 1 an, 2 ans qu'ils sont sur le marché. Puis là, ça se vend pas. Puis là, la banque, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Là, ils vont baisser pour regarder de ne pas avoir entretenir la maison. Mais la banque, c'est... Comment je te dirais ça? Donc, ils les mettent sur le marché quasiment au prix d'une maison qui a aucun problème dessus. Effectivement. Fait que la maison en vaut 200, ben ils ne le mettront pas à 200, ils vont le mettre à 195 ou 190. Il faut... fait que les gens, les banques le mettent... ils le mettent trop cher. Oui, c'est ça que je dis. Puis là, tu fais des offres d'achat. Puis là, les offres d'achat ne marchent pas. Mais tu as des rénovations à faire. Fait que des fois, tu es mieux d'aller vers quelqu'un qui veut faire un transfert dans un autre pays, que lui, il a besoin réel. C'est un vendeur motivé, il a besoin de vendre. Puis la maison est toute top-notch, tu n'as rien à faire que de t'en aller dans une rénovation d'une maison que... C'est comme une canne de verre. Là. Tu l'ouvres puis tu sais pas qu'est-ce qui va sortir. Ouais, exact. Puis parlant de ça, où tu suggères de trouver des opportunités? Là, tu viens d'en nommer une, essayer de trouver quelqu'un qui il doit quitter. Oui, c'est ça. Mais il y a comme 2 volets. Okay? C'est ça, tu le fais toi-même ou tu le fais avec le courtier immobilier. Okay? Aussi. Fait que le courtier immobilier, il y a comme 2 volets aussi. Okay? Fait que le courtier immobilier qui va aller sur Centris, et tu as le courtier immobilier qui peut chercher, qui fait de la recherche active de gens qui ne sont pas à vendre, on va dire. OK? Fait que les courtiers qui font les deux volets, où tu vas toi-même. Tu vas toi-même dans un site Internet, sur Internet, mais le défi, c'est que je n'ai eu des offres d'achat qui sont rentrées des gens qui n'ont pas été accompagnés, puis... Tu dis n'importe quoi? Mais, la dernière, le gars n'a pas signé l'offre d'achat. Il a tout rempli? Il a tout rempli, l'offre, on ne le dira pas, mais l'offre sur Internet, et il n'a pas signé l'offre d'achat. Fait qu'il nous envoie ça, il dit, ton offre n'est pas valide. Il dit, pourquoi elle n'est pas valide? Mais il dit, faut que tu signes, faut que tu dates, faut que tu mettes des dates pour que le temps qu'on aille à répondre. Fait que c'est du coaching qu'il faut faire. Mais tu peux trouver des deals dans les 2 volets. Il y a aucun problème. Tout à fait. Ça dépend combien tu mets de temps. Ça dépend combien tu mets de temps. As-tu une astuce comment trouver Ben, quand tu le fais par toi-même... Ouais, mettons ceux qui le font par toi-même. Ça. Fait que là, tu t'en vas, par exemple, on m'a nommé quelques sites, là, si tu me permets. Ben oui, tout à fait, oui. Kijiji, les packs du proprio, et tu peux aller au registre foncier aussi pour voir les gens avant qu'ils deviennent en reprise bancaire. Tu peux aller fouiller là. Le défi, c'est du temps. Oui. Fait que si tu as dit que tu faisais 10 heures, ben tu fais 10 heures de recherche. Puis tu vas être capable d'en trouver. Il y en a plein. Ça, c'est sûr, je sais. Et là, il y en a qui disent, il n'y en a plus de deals en immobilier. Je sais, hey, c'est faux. Il y en a des deals encore. Yes, effectivement. Ça serait quoi les étapes pour quelqu'un qui se lance? Que tu dirais là, mettons, OK, la personne est prête, mindset, il y a eu du coaching, mais les étapes. Fait que si la personne a eu du coaching, c'est de bâtir son équipe. OK. C'est la prochaine étape. OK. Fait que c'est quoi une équipe en immobilier? Ben, c'est le courtier immobilier, le courtier hypothécaire, l'inspecteur, l'évaluateur agréé, et si tu as besoin de rénovation, avoir un entrepreneur. Fait que là, ça, c'est ton équipe parce que tu peux pas tout faire. Tout à fait. C'est impossible. Fait que faut aller bâtir une bonne équipe. Après ça, c'est la recherche de deals et c'est le financement. C'est les 3 étapes super importantes. Tu as une équipe, tu as les deals,
tu as le financement, c'est quoi? Tu vas devenir millionnaire. Tout à fait. C'est la recette miracle. Puis les prêteurs privés, t'en penses quoi? C'est quoi ton opinion là-dessus? Ça dépend. OK. Si tu fais du flip, c'est merveilleux. Parce qu'en dedans d'un mois, 2 mois, 3 mois, tu rembourses la personne, puis tu n'as pas besoin de passer à la banque. Mais dans le multilogement, c'est très difficile à rentabiliser parce que tu n'as pas beaucoup de rentabilité dans le multilogement, puis là, tu vas payer du 10, 12, 15% d'intérêt. Souvent, ça ne fonctionne pas. Fait que flip, oui, multi, non. OK. Est-ce que tu es plus flip ou multilogement? Est-ce que je suis plus flip ou multilogement? J'ai 93 flips de fait à date. Wow! Et présentement, qu'est-ce que je fais? J'arrête de faire des flips et je suis en train d'acheter du long terme. Parce que le gars vieillit, il a les cheveux gris. L'énergie d'aller sur le terrain. Exactement. C'est que là, qu'est-ce que je fais? Je m'embauche des gestionnaires. Et là, j'ai une offre d'achat de 250 portes présentement, d'accepter. Et là, on est rendu au financement. Là. Fait qu'après-midi, on embarque au financement. Fait que là, j'ai fait beaucoup de flips. Là, je suis rendu plus en multi qu'en commercial. OK, parfait. Puis, qu'est-ce que tu suggères, le conseil que tu suggères à quelqu'un qui veut se lancer dans les flips? De bien lire les lois. Parce que les lois ont changé depuis quelques années. Tu as besoin d'une licence d'entrepreneur général oui, ça, c'est vrai. Pour être capable de te lancer dans les flips. Fait que c'est soit toi qui as la licence ou il y a quelqu'un avec toi qui a la licence. Par exemple, tu t'associes avec un entrepreneur général, il n'y a aucun problème. Ça ne veut pas dire parce que tu t'associes 50-50 que le gars a besoin d'avoir 50% des profits. Dans une incorporation, ça peut se changer. Mon conseil, si tu embarques dans le flip, soit que tu as ta licence ou il y a quelqu'un avec toi qui a ta licence. OK. Puis qu'est-ce que tu conseilles des gens, des fois, ils s'y connaissent pas en flip, puis ils ont juste acheté une seule maison, peu importe, puis ils sont genre 5-6 sur un flip? Moi, je dirais que tu en mets 4 qui font rien, qui font juste prêter l'argent, puis un qui s'occupe de la job. OK. Parce que plus il y a de gens qui essaient de marier, puis que on va peinturer le mur ici, on va changer ça, on va mettre tel tapis à tel endroit, mais plus c'est difficile. Tout à fait. Fait que moi, je dirais, t'en mets 3 ou 4 qui fournissent la cash, puis il y en a 1 ou 2 qui se tapent toute la job, puis vous splittez les profits selon le travail qu'il y a à faire. Puis, quelqu'un qui vient d'avoir sa propriété, quelqu'un qui a un outil de levier, soit il y a une maison, un condo, il y a quand même assez d'équité, ce serait quoi que tu suggérerais de faire comme plan de match, comme effet de levier? C'est d'aller utiliser l'équité. Puis l'équité, c'est quoi? C'est entre le prix de votre maison et l'hypothèque. Fait que ça, c'est l'équité. C'est d'aller prendre cette équité-là et d'acheter un immeuble en location ou faire un flip avec. L'avantage, c'est que l'intérêt que vous avez dans votre maison devient déductible d'impôt. Donc, si ça coûte 3,5% d'intérêt votre maison, bien là, si vous êtes taxé à 50, bien là, ça revient à 1,75 d'intérêt. Fait que tu reprends cet argent-là et tu as fait travailler ailleurs. Fait que c'est ça qu'on appelle l'effet de levier. Tu achètes la maison, après ça, au bout d'un an, tu refinances et tu vas rechercher une autre maison. Fait que c'est comme ça qu'on bâtit des parcs immobiliers. C'est carrément comme ça. Fait que on refinance la même maison ou la deuxième? Tu peux refinancer les deux. Si la première a pris assez de valeur, malgré le premier refinancement. Souvent, après un an, ça va prendre 3, 4, 5 ans avant. La maison que tu achètes, tu l'achètes en bas de la valeur marchande, tu fais des rénaux, tu l'améliores, elle augmente beaucoup sa valeur, tu refinances, tu reprends le cash, tu en fais un autre. Boum, parfait. En combien de temps les gens peuvent refinancer quand, admettons, ils achètent leur premier plex? Le plus rapidement possible, selon toi? Avec la banque, c'est minimum 1 an. Minimum 1 an? Minimum 1 an. Mais il faut qu'ils l'optimisent, il faut qu'ils... C'est ça, fait que t'as un an pour tout optimiser, mais tu peux le faire en 5 ans, là. C'est juste qu'en 1 an, là, c'est super rentable. À chaque année, tu peux acheter un immeuble. Fait que oui, 1 an, c'est bon. Tu expliques ces stratégies-là dans tes formations, j'imagine? Exact, oui. Parfait. Puis, admettons, 3 traits de caractère que tu vois que des top investisseurs, ils partagent, là, que c'est des choses qu'ils ont en eux, genre, ou qu'ils ont acquéries au fil du temps. Ils sont capables de combattre leur peur. C'est une bonne question, ça. Ils sont capables de combattre leur peur. Et qui ont peur, mais ils vont foncer pareil. Ça, je le vois souvent. Et on revient tantôt avec le gars qui passe à l'action, les gens qui sont des doueurs, go, 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 go. Puis ils ont peur, ben go, on fonce. Ça, c'est les caractères qu'on voit. Puis le troisième investisseur à succès, je te dirais que c'est un gars qui est capable d'être minutieux.
OK. Mais si c'est pas lui qui est minutieux, au moins il y a quelqu'un à côté de minutieux. OK, il y a quelqu'un qui complète dans son équipe. C'est ça. Fait que le minutieux, parce qu'il y a beaucoup de petits détails en immobilier et quand tu es capable d'aller chercher ce détail-là et d'aller fouiller, c'est là que tu trouves tes deals souvent. Fait que minutieux, vainc ses peurs, puis passe à l'action. Yes. Petite dernière question, il m'en reste pas beaucoup. Mais un échec que tu as vécu, qui t'est arrivé, ou quelque chose une erreur que tu as faite, tu as acheté une transaction, tu étais dans un deal, tu es comme oh my gosh, j'aurais jamais. Là, tu veux que je dise ça devant la caméra? Oui. Es-tu sérieux? Oui, vraiment. Tu veux que je me confie à toi? Pas à moi, mais à nous. Un des projets qui a été difficile que j'ai fait, c'est sur le plateau, dans le quartier gay à Montréal. OK. J'ai acheté un triplex, tout rénové. J'ai payé 600 000 pour le triplex, donc 200 000 chaque logement. Et le but, c'était de le convertir en condo. OK? Fait que je fais l'inspection, tout est beau. Je fais la vérification des hypothèques au registre foncier, tout est beau. J'ai dit, m'a faire évaluer la valeur marchande de l'immeuble. Fait que j'achète, il vaut 625, je le paye 600, c'est parfait. J'ai dit à l'évaluateur, tu vas me dire comment il va valoir quand je vais le revendre en condo. Mais là, tu avais déjà passé chez J'ai pas acheté. J'ai pas acheté avant, moi. Je le fais tout le temps avant. OK. Je le fais avant. Et là, il me dit ça va valoir 860 000. 860 moins 600, hey, ça fait 260 000 de profit, fait qu'il me reste 200 000. Hey, c'est merveilleux. J'achète l'immeuble. Je mets ça en vente. Une semaine après, la rue en arrière, il y a un promoteur qui fait en vente des triplex, flambant neuf, 189 000, la même dimension que les miens. Wow. Fait que ça a été difficile. L'avantage que j'avais, c'est que ça avait un charme quand même, là, avec le vieil immeuble, les arbres étaient grands, les arbres étaient beaux, il y avait un garage aussi, mais c'était difficile. Comment ça? C'est parce que j'ai pas été capable de vendre au même prix. On visait 280, je pense, 280 000. Fait que j'ai pas été capable de vendre au prix que je m'attendais. Fait que j'ai perdu peut-être un 30 000 sur ce projet. Qu'est-ce que tu as appris de ça? La leçon là, de cette histoire-là? J'ai tout fait de mes devoirs. J'ai tout fait mes démarches. Life happens. Je n'ai pas appris grand-chose. Il aurait fallu que je sache qu'il y a un promoteur en arrière qui avait... Fait que je dis, peut-être qu'est-ce que j'ai appris, l'immobilier, c'est la game des chiffres. OK? Tu vas avoir des projets que tu vas faire une fortune, puis tu as d'autres projets que tu vas en faire un peu moins, mais il faut que ta moyenne au bâton soit bonne. Parce que c'est ça. J'aime ça, parce que tu ne vas pas tout le temps scorer des home runs. Ah non, je n'ai scoré des super bons, mais dans ce cas-là, c'était un qu'on a eu un petit peu plus de misère. Nice, intéressant. Puis, dernière question. Qu'est-ce que tu suggérerais? Non, quel conseil que tu donnerais à la version plus jeune de toi-même? Si c'était à recommencer, là, tu pouvais y parler, là. C'est la première fois que je me fais poser celle-là. Je commencerai plus tôt. Ah ouais? Ah, je commence. T'avais commencé à quel âge? Ça fait 22... J'avais commencé à 32 après. OK. Là, ça vient de donner mon âge. Fait que je commencerai au début Comme ton frère, lui, c'était à 18 ans, c'est ça. Il a commencé à 18 ans. Il t'a monté un parc. Fait que là... Non, moi, ça serait ça que je ferais. Ouais, tu dirais... j'ai des gens, là, ils ont 18 ans et ils suivent mes cours. C'est fou, je sais. 18 ans. Hey, ce jeune-là va aller loin, là. Je sais. Tabarouette, j'en ai un qui il est rendu au cours 4 de 5. Il a fait 3 offres d'achat. Il a un offre d'achat d'accepter. Il dit, qu'est-ce que tu fais pour te financer? J'ai dit, j'ai suivi les conseils puis j'ai réussi à me trouver du cash. Il dit, de où? J'ai un de mes oncles, finalement, qui avait de l'équité sur son immeuble, puis il a accepté de me prêter de l'équité. Puis je l'ai rendu partenaire avec moi dans le projet. Il croyait à mon projet. C'est que... Non, fait que... Plus jeune. Plus jeune? Ouais. C'était pas dans mes questions, mais entre se lancer en business puis se lancer dans l'immobilier, lequel tu conseillerais? C'est une tabarouette de bonne question. Je te dirais, ça dépend de la business, ça dépend de l'immobilier. Ouais. Parce qu'il y a des business que, en décollant, je veux pas être négatif, là, mais souvent, ils sont voués à l'échec. Les gens vont travailler fort, puis il y a d'autres business que, wow, ça c'est une bonne idée, ça va exploser tout d'un coup. L'avantage de l'immobilier, c'est que tu achètes et tu gardes, puis tu as des revenus qui rentrent. Fait que
il y a moins de risques à investir en immobilier qu'à partir une business de zéro. Puis là, tu essaies de trouver la vente, puis tu essaies de... Parce que partir une business, là, faut que tu deviennes un homme à tout faire, là, avec 18 bras. Là. Tout à fait. Marketing, faut que tu fasses tes ventes, faut que tu fasses tes rencontres de clients, faut que tu fasses un peu de comptabilité, de tenue de livre, faut que tu rencontres ton comptable, faut que tu rencontres ton fiscaliste, ton avocat. Fait que faut que tu fasses tout au vœu. Et c'est pas tout le monde qui regarde de faire ça. Là. Tout à fait. L'immobilier, c'est plus facile, selon moi. Ouais, pour démarrer. Pour démarrer, c'est plus facile. Parfait. T'es-tu prêt pour le Freestyle Blitz? OK, on y va. Je sais pas à quoi ça ressemble, là, mais on y va. Chat ou chien? Chien. Café ou thé? Thé. T'es-tu un couche-tard ou un lève-tôt? Un lève-tôt, mon ami. Ah ouais? Tu te couches tôt? Je couche très tôt, ouais. Quelle heure tu couches? 10 heures, puis je me lève à 5h30. T'as-tu un rituel quand tu te lèves le matin ou... Lecture. Lecture tout de suite? Ouais, j'embarque la lecture. Pas le journal, je fais de la lecture pour être capable d'améliorer mes connaissances. Intéressant. Et si j'ai de l'écriture à faire, je fais ça tout de suite. Ah ouais? Parce que mon cerveau est comme à off encore. Fait que là, je fais de la lecture, je fais de l'écriture. L'écriture, c'est quoi? C'est parce que j'écris dans le Journal de Montréal toutes les semaines, mes blogs. J'ai le blog Imo Facile qu'on est rendu à 57 000 personnes. Wow! Fait que il faut que je fasse l'écriture le matin. Après ça, quand la journée part, je suis plus là. Wow, c'est vrai. Tu trouves-tu que tu dois avoir l'inspiration le matin, j'imagine, quand t'écris? Plus facile, beaucoup plus facile. Puis là, ou c'est des fois, je vais aller la journée d'avant, puis là, je dis, OK, demain, on va écrire là-dessus. Parfait. Puis, un livre que tu recommanderais? Pas Père riche, Père pauvre. Non, tout le monde connaît Père riche, Père pauvre. Parfait. Penser, réfléchissez, devenir riche, mais d'autres. Là. Quelque chose que, mais dans le développement personnel ou mindset ou business. J'ai pas le droit de dire un de mes livres. Hein? ben, tu peux plugger tes livres après. non, c'est une joke. Moi, je te dirais La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss. Qu'est-ce que ça fait? Ça a changé beaucoup ma vie parce que les gens viennent me voir et ils disent « Justin, qu'est-ce que tu fais pour tout faire? Qu'est-ce que tu fais? On te voit partout. Mais qu'est-ce que j'ai? C'est que je suis capable de déléguer. J'ai des bonnes personnes en dessous de moi à déléguer. Semaine de 4 heures, ça a comme changé ma vie. Puis dans un de tes livres, lequel que tu recommanderais à quelqu'un qui se lance? L'immobilier à portée de tous, c'est mon premier livre et c'est le livre de base pour débutants en immobilier. J'en ai plein d'autres que je pourrais te montrer, mais partez avec l'immobilier à portée de tous. Parfait. Puis, si tu devais avoir un super pouvoir, ça serait quoi? Un super pouvoir? Tabarouette, c'est toute une question, ça. D'être capable de me transporter. Ben, j'ai souvent allé dans des immeubles, rencontrer des clients, rencontrer des choses. Hey, tabarouette que j'aimerais ça. Le temps que tu perds dans le trafic, la route, etc. J'ai une location que je fais à Saint-Hyacinthe en location exécutive et le gars se déplace en hélicoptère. Wow. Il a loué mon appartement pour ses employés. Le gars est arrivé en hélicoptère. Puis là, il est arrivé, pas à l'appartement, là, mais à Saint-Hyacinthe. Il a pris un taxi, il est arrivé chez nous. Il a regardé ça, 30 minutes, 40 minutes, on signe le bail, bing bang, c'est parti. Le taxi l'attendait dans le cours, il est reparti. Wow! Transporté, téléporté. Wow! Parfait. Où est-ce que les gens peuvent te recontacter, te suivre, puis en apprendre plus sur toi ou quoi que ce soit? Imofacile.ca, on a un blog qui roule à chaque semaine, on met des articles dessus. On a le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Normalement, c'est chaque lundi, ça fait depuis 4 ans et demi que je suis dans le journal. Et sinon, vous appelez directement au bureau si vous avez besoin d'informations sur le coaching. Les formations, tous les 2 mois à peu près, on a un coaching qui part. 514-418-1030. Yes. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, merci, Christopher. C'était un plaisir. Moi aussi, le plaisir est pour moi. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez vos questions dans la boîte de commentaires plus bas. Ça va nous faire plaisir à moi et à Ghislain de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. Alors, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. C'était Christopher Salador, votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Et Ghislain Larochelle, imofacile.ca, votre coach immobilier. Yes. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Bye.